Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde énergie-climat. Entreprise, faites vos jeux, rien ne va plus. Elle s'inscrit dans un contexte évidemment que tout le monde a en tête. D'un côté, une injonction à la neutralité carbone qui s'impose au niveau planétaire et donc évidemment qui finit par arriver sur les entreprises. Donc comment est-ce qu'on peut contribuer à cette question-là? Des enjeux de sobriété dont on parle de plus en plus ces dernières semaines, un terme qui était quasiment tabou il y a quelques mois ou quelques années et dont aujourd'hui on a même la Première ministre qui a demandé à l'Université d'été du MEDEF aux entreprises de faire un plan de sobriété, de réduction des consommations d'énergie. Donc on a vraiment une pression importante qui arrive pour le monde économique et le monde des entreprises à agir de plus en plus fort et de plus en plus vite sur ce sujet. Et puis en parallèle aussi, la question de l'évolution du mix énergétique, comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent aussi faire une partie, quelque part, du travail sur le sujet du climat. Alors pour démarrer, je vous propose d'écouter une keynote. François Gémen, vous êtes politologue, chercheur à l'Université de Liège, et notamment spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement, et vous êtes auteur principal au GIEC. Et donc, je vous propose d'introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence ici cet après-midi pour réfléchir ensemble au rôle que peuvent jouer les entreprises dans la décarbonation de l'économie. À l'évidence, cette décarbonation n'est pas suffisamment rapide. Aujourd'hui, si l'on regarde les sources d'énergie primaires dans le mix énergétique mondial, les énergies fossiles constituent encore à peu près 84% de ce mix énergétique. Le nucléaire 4%, les renouvelables 11%. En soi, c'est assez dramatique. Ce qui est encore plus dramatique, c'est de penser qu'il y a 20 ans, ces énergies fossiles représentaient en énergie primaire 86% du mix énergétique mondial. Ça veut dire qu'en l'espace de 20 ans, malgré les alertes du GIEC, malgré Make Our Planet Great Again, malgré Greta Thunberg, malgré Jean-Marc Jancovici, nous n'avons réduit la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2%. Alors que dans le même temps, le nucléaire et les énergies renouvelables se sont développés, même assez considérablement pour les énergies renouvelables dont le prix a chuté et dont la capacité s'est considérablement accrue. Le problème, si nous en sommes encore là aujourd'hui, alors que le GIEC nous dit très clairement que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, nous allons devoir réduire notre consommation de charbon de 100% et arriver à zéro, notre consommation de gaz de 70% et notre consommation de pétrole de 60%, si nous en sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que les énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont ajoutées à ces énergies fossiles pour satisfaire notre surplus de consommation énergétique. Et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de décarboner l'économie, nous attendons beaucoup des gouvernements, nous attendons beaucoup des négociations internationales. Et très souvent, nous allons parfois utiliser, je dirais, cet argument, quelquefois pour nous défausser de nos responsabilités. Et je crois que nous attendons aujourd'hui des gouvernements et des négociations internationales davantage que ce qu'ils peuvent donner. La plupart des pays industrialisés sont des démocraties représentatives, où nos élus au Parlement vont représenter différents segments de la population et donc vont représenter des intérêts divers et parfois conflictuels. Et que dans les assemblées, il n'y a personne en réalité
qui va représenter l'intérêt du climat. Et l'intérêt du climat va très souvent passer après d'autres intérêts plus immédiats, après la nécessité de préserver l'emploi, après la nécessité de répondre à certains engagements internationaux, après la nécessité de satisfaire celui-ci ou celle-là. Et de la même manière, nous attendons trop des négociations internationales et des COP, en pensant que ces COP ont une fonction performative et qu'elles peuvent décider à elles seules de réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'en réalité, ces COP ne sont que des chambres d'enregistrement. Et si les gouvernements y arrivent les mains vides, les COP ne peuvent qu'enregistrer l'absence d'efforts de la part des gouvernements. Et donc, si nous attendons que le problème soit réglé par les gouvernements ou par les négociations internationales, nous sommes condamnés à être en permanence frustrés et déçus. Ce qui peut avoir un effet terrible en termes de démotivation dans l'opinion publique. À quoi sert-il que moi je fasse des efforts si les gouvernements ne font rien, si les négociations internationales ne débouchent sur aucun résultat? On voit très bien à quel point ça peut être démotivant. Et je crois malheureusement que vu l'urgence qui est devant nous, la démocratie ne va pas assez vite. Parce que la démocratie est un paquebot qui se manœuvre lentement. Un gouvernement de gauche donnera un coup à bâbord, un gouvernement de droite donnera un coup à tribord. Mais aucun gouvernement, précisément parce qu'il devra satisfaire des intérêts diversifiés, ne parviendra à faire au paquebot le virage à 90 degrés qu'il est nécessaire d'effectuer aujourd'hui. Mais je me refuse à l'idée qu'une dictature soit plus efficace qu'une démocratie pour engager les changements nécessaires. Et c'est pour ça, je crois, qu'il est très important de considérer que la démocratie, ce n'est pas uniquement les élections, ce n'est pas uniquement le Parlement, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Et que la démocratie, elle se trouve aussi dans les entreprises, elle se trouve aussi dans les collectivités. Et même si ça peut paraître un peu provocateur, je pense que pendant longtemps, en tant que chercheurs, nous avons poursuivi une stratégie qui consistait à essayer de convaincre la majorité de la population. Et nous nous sommes dit que si la majorité de la population était au courant du changement climatique, comprenait ce qui nous arrivait, comprenait les ressorts de l'effet de serre, nous nous sommes dit que si on mettait les gens face aux faits, face à l'évidence, face aux chiffres, face aux graphes, nous nous sommes dit qu'alors nous allions pouvoir faire basculer la majorité de la population. Force est de constater qu'en 2022, ça ne s'est toujours pas produit. Qu'un peu partout dans le monde, les gens vont continuer à élire des gouvernements climato-sceptiques. En Italie, par exemple, à la fin du mois, il ne fait malheureusement guère de doute que ce sera une première ministre néofasciste qui sera élue. Et donc, je crois que si nous voulons que le changement s'opère, il nous faut aussi considérer d'autres voies. Et que mon espoir aujourd'hui est que si ce changement doit s'opérer, il s'opère non pas à travers une majorité conscientisée qui pourrait basculer d'un coup, mais au travers de minorités organisées et déterminées. Vous en faites partie. Et je crois que cette minorité est parfois plus importante qu'on ne le croit. Et cette minorité, je crois qu'on va la retrouver en particulier dans les collectivités et dans les entreprises. C'est-à-dire parmi les gens qui ont envie d'orienter
leur entreprise ou leur collectivité pour qu'elle soit durable dans le futur et donc pour qu'elle soit aussi pérenne dans le futur. Je pense profondément que des changements du type de ceux qui sont nécessaires aujourd'hui pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris vont demander à ces minorités agissantes d'être très organisées et très déterminées. Mais la plupart des grands changements sociaux dans l'histoire de l'humanité se sont aussi produits grâce à l'action d'une minorité. La ségrégation raciale aux États-Unis n'a pas pris fin parce que les Noirs étaient soudain devenus majoritaires dans la population américaine, mais parce qu'ils ont su s'organiser, parce qu'ils ont su faire valoir leurs droits, parce qu'ils ont su dénoncer les injustices dont ils étaient victimes, se trouver des alliés et finalement emporter la décision. Et je crois que nous devons aujourd'hui vraiment nous mettre en ordre de marche dans les entreprises pour pousser très fort et pour faire en sorte que les changements qui sont absolument nécessaires arrivent aussi sans les entreprises. Parce que pendant très longtemps, je crois que nous avons commis l'erreur dans le discours écologiste de considérer les entreprises comme des ennemis, comme des adversaires de la transition. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, là où je vois cette transition se passer le plus rapidement, avec le plus d'énergie et le plus de volonté, c'est souvent dans les entreprises. Quelle autre entité peut se réinventer, sinon une entreprise? Je ne veux pas ici minorer les obstacles parfois très importants que ceux qui veulent transformer leur entreprise vont avoir. Et ces obstacles sont nombreux. Il y a à la fois parfois des concurrents qui vont vouloir exploiter les énergies fossiles jusqu'à la dernière goutte de pétrole et jusqu'à la dernière pépite de charbon. Il y a aussi toute une série de conservatismes au sein des entreprises qui ne vont pas admettre que le monde ait changé et qu'il faut que l'entreprise change aussi. Mais je crois véritablement que nous devons aussi prendre notre destin dans nos mains, ne pas trop attendre du politique, sinon une forme d'encadrement et d'incitation. Et je crois que nous devons toujours nous souvenir que plusieurs entreprises au cours de l'histoire ont pu changer radicalement de business model. American Express a exploité un réseau de diligence avant de faire des cartes de crédit. Nokia a fabriqué des bottes en caoutchouc avant de fabriquer des composants électroniques. Nintendo a fabriqué des cartes à jouer avant de fabriquer des consoles de jeux. Et Shell a vendu des antiquités et des coquillages de collection, qui ont d'ailleurs donné son nom à l'entreprise et son logo. Et puis un jour, les prospecteurs de coquillages de Shell ont trouvé du pétrole. Et Shell a considéré que c'était plus rentable de vendre du pétrole que des coquillages de collection. Si Shell a pu passer des coquillages au pétrole, je veux croire qu'il soit encore possible pour Shell, pour Exxon ou pour Total de changer encore de business model. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Gémen, pour cette introduction qui nous réveille. Alors, on va voir effectivement, est-ce qu'on peut peut-être tous se réorienter vers le coquillage. Pour en débattre, Thibaut Benkélil, donc vous êtes directeur conseil chez Greenflex, un cabinet qui accompagne les entreprises sur les trajectoires bas carbone. Alors, finalement, effectivement, les entreprises commencent à s'intéresser au sujet. On parle de bas carbone, neutralité carbone, de sobriété. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu de votre point de vue, de quoi on parle concrètement et comment ces concepts s'appliquent aux entreprises ? Oui, merci. Bonjour à tous.
Le bilan carbone, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années en France et à l'international. Ça fait, je dirais, vraiment 3 ans qu'il y a eu un certain nombre de changements. C'est-à-dire que les entreprises s'intéressent vraiment à ce sujet parce qu'il y a un certain nombre de pressions sociétales, parce qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui commencent à porter ce sujet. Et on parle maintenant, depuis 3 ans, de ce qui est la neutralité carbone planétaire. Et donc la question, c'est comment finalement, moi, en tant qu'entreprise, je parle de cette neutralité pour éviter de dire je vends une tomate neutre en carbone, ce qui ne fait pas progresser véritablement les choses. Et derrière peut être critiquable d'un point de vue scientifique. La question, c'est comment aujourd'hui une entreprise arrive à mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, à venir les réduire, comment l'entreprise travaille dans tout son écosystème pour venir éviter des émissions ailleurs que dans sa chaîne de valeur, ce qui est aussi un autre axe pour contribuer à la neutralité carbone. Et puis, on va beaucoup parler des émissions et d'énergie, mais quand on parle de neutralité carbone, ça fait forcément écho à de la séquestration carbone. Une entreprise peut aussi venir développer, peut venir financer des projets de séquestration carbone de tout ordre. Et finalement, pour les entreprises, et c'est ce qu'on fait chez Greenflex, c'est avoir une histoire ambitieuse, cohérente autour de ces aspects-là, autour des émissions, autour de la séquestration carbone, des émissions évitées. Donc ça peut être légitime de se sentir perdu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si je prends par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça fait appel à de l'efficacité, à moins d'énergie fossile, à plus de circularité, à beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand je parle des émissions de gaz à effet de serre, je parle de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Je ne parle pas seulement de celles liées à la consommation d'énergie, mais tout ce que vous achetez, le traitement de vos déchets, vos déplacements, etc. etc. Et puis, effectivement, arrive cet été le terme de sobriété dont on parlait un peu en off ou de façon très pessimiste depuis un certain nombre d'années. Et ça change tout parce que cette sobriété, ça amène finalement la notion d'une sorte de priorisation des usages, des besoins énergétiques, puisque ça évoque moins de consommation d'énergie. Donc ça pose la question, et on l'a vu cet été au niveau de la société, comment cette notion de sobriété, qui se l'approprie et où est-ce qu'on fait porter l'effort. Et c'est ça qui est extrêmement important au niveau de la société. On a vu des gens tout l'été se renvoyer la balle. Oui, mais ça, c'est anecdotique. Oui, mais on me demande d'être sobre alors que telle partie n'est pas sobre, etc. Et on renvoie la balle. Bon, c'est une des raisons de l'inaction, clairement. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde, individu, entreprise, collectivité, prenne sa part finalement. La sobriété, c'est quelque chose de vaste. Aujourd'hui, la sobriété, sans rentrer dans les grands détails, mais ça évoque les usages énergétiques, ça évoque le dimensionnement, et ça va au-delà de la consommation d'électricité dans les bâtiments. Cela dit en passant, s'il y a quelqu'un de l'organisation qui pourrait augmenter un petit peu la température dans cette pièce, ce serait pas trop mal, parce qu'on se prend un -8 degrés en arrivant dans l'amphithéâtre, et c'est pas agréable. Au-delà de cette anecdote, la sobriété, c'est pas que des consommations d'énergie dans le bâtiment, c'est arrêter de rouler dans des tanks d'1,6 tonne et avoir des véhicules moins puissants, puisque ça sert à rien, vous n'avez pas le droit de rouler à 170 km/h. C'est également prolonger la durée de vie d'un certain nombre d'équipements. C'est tout ça, la sobriété. Ça concerne du collectif, de l'individuel. Et donc, il y a un certain nombre de plans de sobriété qui sont lancés, qui associent finalement pour le logement, pour le résidentiel tertiaire, pour les transports, pour le sport aussi, pas mal d'acteurs. La question, c'est comment on fait en sorte que cette exigence de sobriété qu'on peut avoir par rapport à nos équipements, par rapport à nos comportements, on arrive derrière à faire en sorte qu'on ait qu'elle soit réelle, cette sobriété, qu'elle soit appliquée. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises doivent s'emparer du sujet, finalement. S'emparer du sujet. Et donc, se poser la question, et on y reviendra, comment aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je déploie la sobriété de façon désirable avec une atteinte des objectifs de performance énergétique que je peux avoir. Et c'est la clé, c'est ce qu'on fait avec nos clients, au-delà de lister des recommandations, comment on les déploie dans une gouvernance donnée. On y reviendra, j'imagine. Tout à fait. Effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est sobriété choisie versus sobriété subie.
On parle beaucoup du secteur de la finance, son rôle potentiellement dans l'accélération ou le frein parfois à la transition écologique. Sandrine Anguéard, vous êtes responsable du département Impact Finance Solutions du groupe Société Générale. Vous avez aussi occupé des postes de conseillère environnementale et sociale au sein du groupe. Finalement, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous accompagnez vos clients dans leur décarbonation? Comment finalement vous réorganisez en interne? Comment cela impacte votre fonctionnement au quotidien? S'il marche. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs sujets en fait à traiter pour pouvoir adresser le sujet de la décarbonation. D'abord, il y a un premier sujet qui est d'avoir des ressources pour aborder le débat sur le sujet développement de cette finance durable, d'accompagner nos clients dans leur décarbonation, mais d'autres sujets de transition, on y reviendra. Le premier point, c'est déjà effectivement d'avoir des groupes de gens compétents sur le sujet, des experts. Donc, Société Générale, sur la partie financement des grandes entreprises, on était 2 en 2012, on est plus de 60 en 2022. Donc ça, c'est un pôle d'experts dédié sur ces sujets qui adresse plusieurs dimensions. Il y a le sujet d'intégrer dans nos produits de financement et nos solutions d'accompagnement des entreprises ces dimensions au travers d'objectifs qu'on va discuter avec nos clients. Donc, quand ils commencent à avoir fait leur bilan carbone, comment ils vont, quelle est leur trajectoire, comment ils s'engagent. Donc ça, on va l'intégrer dans nos produits, virtuellement avec des variations de marge pour pouvoir intégrer ça et les accompagner, les supporter dans leur démarche au travers effectivement de financement sur leurs investissements qui vont leur permettre de faire cette transition aussi. Et donc, cette pôle d'experts, je dis 60, qui les accompagne sur cette dimension, on inclut dans nos produits existants. Et puis, on a aussi des équipes qui font de la recherche, qui travaillent sur des nouvelles solutions, parce que ce que l'on vient parler quand on parle de sobriété, en fait, sobriété, c'est des économies. C'est pas du tout la même chose qu'un développement économique d'une nouvelle activité, où là, on va générer plus de cash flow, plus de revenus, voilà. Et donc, il faut réfléchir un petit peu à comment on finance des économies. C'est un nouveau modèle, c'est autre chose. Il faut effectivement développer des solutions un peu différentes. Donc, c'est sobriété, économie circulaire, tout ça, ce sont des schémas qui sont très différents dans lesquels on n'a pas, nous, sur l'étagère, des produits qui existent là tout de suite. Donc, il faut qu'on développe. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on développe avec nos clients sur ces nouvelles solutions. Et on reviendra un petit peu aussi de solutions. Vous avez parlé effectivement c'est sur une chaîne de valeur aussi que ça s'articule. Donc, il faut qu'on ait plusieurs clients qui collaborent sur cette solution pour qu'elle fonctionne effectivement, pour qu'on puisse accélérer complètement sur cette transition. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui ne sont pas juste pour un corporate. On ne va pas financer juste un investissement. Donc, c'est encore un sujet il faut réfléchir à comment on va articuler ces nouveaux financements. Donc de la R&D aussi. Et puis aussi, il y a un gros volet de l'équipe. C'est 60 personnes, ça ne suffit pas à l'échelle de Société Générale, en fait. C'est le sujet de tout le monde. On passe énormément de temps à former toutes nos équipes pour qu'ils puissent avoir cette discussion avec chacun de leurs clients, qu'ils puissent effectivement comprendre quelle est la problématique du client. Si le client lui-même l'a compris, 3 ans, c'est super court en fait. Ça fait des années qu'on en parle. Et 3 ans seulement, où là, vous ressentez qu'il y a beaucoup de clients, d'entreprises qui sont en train de se lancer. Je pense que ça faisait quand même un peu plus longtemps. Nous, sur les grands corpos, ça faisait quand même déjà un peu plus longtemps qu'ils avaient fait au moins leur empreinte carbone et qu'ils s'étaient engagés sur des stratégies net zéro. Mais clairement, d'avoir cette discussion, d'être capable d'identifier la problématique du client pour pouvoir définir avec lui des solutions, comment on va l'accompagner, ça suppose effectivement que ce soit fait par chacun des gens qui portent cette relation avec nos clients et pas par uniquement les 60 personnes qui développent l'expertise pour l'ensemble du groupe. Donc on a un gros volet formation, ça on passe énormément de temps sur ce sujet-là, en plus effectivement du développement des nouvelles solutions. Sujet collaboratif, mais on y reviendra peut-être un peu. Je ne voudrais pas déborder, je voudrais laisser le temps à mes collègues de développer. Mais clairement, le sujet d'accélération sur les volets de sobriété, mais aussi développement de nouvelles solutions, changement de business model, tout ça, c'est vraiment, on a un rôle à jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire, en fait, nous, on a dans notre portefeuille de clients tous les acteurs de la chaîne de valeur qui doivent s'adresser et qui doit effectivement accélérer. Et donc on est aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette expertise, c'est pour ça que dans la relation commerciale, on a besoin d'avoir des gens qui sont capables d'identifier ça, c'est qu'on peut les mettre tous autour de la table.
On parle de développement, je ne sais pas si on parle de la filière véhicules électriques, développement de nouvelles, depuis la charge, depuis la borne de recharge, jusqu'aux constructeurs auto, jusqu'aux fabricants de batteries, jusque même au secteur minier qui va pouvoir aller sécuriser l'apport pour créer pour produire les mines, pour produire les batteries. Bon, ça c'est un exemple. Mais donc dans ces accompagnements de transition et de transition au niveau d'une chaîne de valeur, on a un rôle pivot en fait que l'on doit jouer. Voilà. Donc finalement, tous les membres de l'entreprise, acteurs de la transformation pour vos clients. Ça fait écho à ce que disait tout à l'heure François Gémen, je crois, sur la nécessité de mobiliser tout le monde. Robert Dardan, vous avez fondé en 1993 la société Voltalia de construction d'ouvrages et de production d'électricité renouvelable. Vous vouliez insister justement sur cette question de changement de comportement, de changement dans les usages pour répondre aussi à cette injonction à réduire nos consommations d'énergie et nos émissions carbone. Pour faire suite à ce qui a été dit, la sobriété est un terme qui est intervenu il y a peu de temps. Dans sobriété, il y a deux possibilités. On consomme moins, donc mécaniquement, on consomme moins d'énergie. Mais il y a une autre composante qui est encore plus intéressante, c'est consommer mieux. C'est-à-dire qu'avec moins d'énergie, on peut faire probablement autant et peut-être encore plus. Donc le message du moins fait peur à certains et c'est peut-être pas utile parce qu'il faut d'abord privilégier mieux. Alors il y a un domaine où on le voit et on peut quantifier, c'est la production d'électricité. Il y a des consommateurs individuels, les consommateurs entreprises. Donc on retrouve l'ensemble des acteurs. Dans ce domaine, aller vers la neutralité, ça veut dire qu'il y ait plus de production non carbonée et de moins en moins, pour ne pas dire un moment, plus de production carbonée. Donc l'objectif, il est simple, il est en marche. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables deviennent de moins en moins chères et sont d'ores et déjà compétitives. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Donc ça, quand on parle économie et implication des entreprises, on a un thème là qui fait qu'on peut choisir sans surcoût pour une bonne partie de ces énergies renouvelables. Il y en a qui méritent encore de se développer puisqu'on est au début et un certain nombre vont avoir un coût économique qui va baisser par les quantités produites. L'exemple des panneaux solaires est quand même très important sur le plan économique. Le prix a été diminué par 7 en une dizaine d'années. Donc il y a 7-8 ans, il y avait un vrai surcoût qu'il fallait couvrir par des subventions ou des mécanismes. Aujourd'hui, c'est l'énergie dans les endroits adaptés, avec un bon ensoleillement. C'est une énergie qui est la moins chère. Donc cet horizon fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des plans d'accélération des énergies renouvelables et il n'y a pas un pays qui ne l'évoque pas. En France, on a un pays assez pro-nucléaire. N'empêche qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot nucléaire, il y a toujours accompagné ou complété. On utilise quand même les perspectives en énergie renouvelable. Donc les responsabilités, j'adhère à ce qui a été dit, l'implication des entreprises est fondamentale. Parce que d'une part, il y a des impulsions économiques qui peuvent être notables, et puis tout salarié est un consommateur individuel. Donc quand à travers l'entreprise, il y a ce message de meilleures pratiques, de meilleurs comportements, eh bien quelque part, on peut penser qu'à titre individuel, il va incorporer ces éléments. Et ça joue dans l'autre sens, c'est-à-dire des entreprises qui aujourd'hui ne font pas grand-chose ou rien, ce sont leurs salariés qui parfois, par leurs pratiques individuelles, autonomes ou à travers des associations, vont les inciter à bouger. Donc, moi, je suis positif. L'implication, elle s'est marquée depuis 2-3 ans et elle doit être démultipliée beaucoup plus. Et donc, sur la partie production d'électricité, que les gens arrivent à assez bien appréhender, le pourcentage ne cesse de croître. Le problème aujourd'hui, c'est l'accélération. Il y a des challenges issus aussi de conflits géopolitiques qui fait qu'on a très peu de temps devant nous. Et puis la plupart des plans de développement des énergies renouvelables est plutôt en retard dans les pays, plutôt qu'en avance. Donc il faut accélérer. Les deux motifs de lenteur, ce sont les contraintes administratives. La France est un exemple
plus marqué que d'autres pays, mais d'une manière générale, il y a quand même des très fortes contraintes. Et puis, le système de réseau, je veux dire, la mutation, c'est qu'on passe d'énergie où il y avait des gros centres de production, une centrale nucléaire, une centrale à gaz qui faisait 1000 mégawatts, 800, 700, avec une chance, c'est que l'énergie renouvelable à travers le solaire, par exemple, eh bien, peut alimenter une maison comme un parc de plusieurs centaines de mégawatts. Et donc, la gestion peut être beaucoup plus dispersée sur le territoire. Et en conclusion, on a su faire les constats sont faits. Pour beaucoup de problèmes, il y a des solutions qui existent d'ores et déjà. Les modèles économiques, à partir du moment où il y a des quantités, s'améliorent et donc les perspectives économiques ne sont plus une contrainte. Et il y a l'impulsion quand même des États qui peuvent donner un certain nombre de règles et d'impulsions. Et puis le carbone, où il faudrait qu'il y ait un prix du carbone pour ce qui est polluant et de manière normale que ces activités polluantes aujourd'hui soient taxées pour favoriser ce dont on a parlé précédemment. Le développement des activités un petit peu plus propres. Alors François Gémen disait tout à l'heure qu'il faut pousser fort au sein des entreprises. Thibaut Benkeil, vous qui voyez justement beaucoup d'entreprises dans les activités de conseil que vous menez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises se bougent ou en tout cas n'ont plus le choix finalement de s'intéresser à ces sujets ? Alors, elle se bouge vraiment davantage ces dernières années, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas que le levier réglementaire qui fait bouger les entreprises. On a le bilan des émissions de gaz à effet de serre en France, qui évolue d'ailleurs l'année prochaine, qui fait bouger les entreprises, mais ce n'est pas pour ça qu'elles nous appellent. Si elles nous appellent, c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience de ce sujet climatique, de plus en plus. Si elles nous appellent aussi, c'est au sein de leur écosystème, elles sentent qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, elles ont des clients et le client renouvelle un appel d'offres. Et quand le client renouvelle un appel d'offres, il se met à vous demander des choses qu'il ne vous a jamais demandé. Et il vous demande, par exemple, quelle est votre politique climatique ou alors quel est le contenu carbone de vos produits. Et là, si vous ne vous êtes jamais posé la question, ça devient un petit peu compliqué. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce rapport client-fournisseur qui fait bouger les choses. Et finalement, chacun va demander finalement dans sa politique d'achat à ses fournisseurs finalement d'acheter mieux, d'acheter des produits qui vont moins consommer d'émissions de gaz à effet de serre et de ne pas acheter n'importe qui à n'importe qui, puisque tout le monde n'a pas la même politique climatique. Donc tous ces enjeux, plus des enjeux de prix aussi et d'augmentation des coûts de l'énergie, font que de plus en plus d'entreprises s'emparent de ce sujet-là. La question la plus difficile, c'est derrière, qu'est-ce que je fais quand j'ai calculé mes émissions de gaz à effet de serre et quelle ambition je me donne ? Parce que si l'État aujourd'hui a un rôle incitatif et potentiellement n'ira peut-être pas plus loin, comment on se donne un véritable objectif de performance ? Donc vous avez des façons de suivre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a par exemple la démarche volontaire qui s'appelle Science Based Targets, qui permet de fixer des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec l'urgence climatique. Et ça permet de se donner une ambition. Et quand on fait un plan de transition avec des mesures bas carbone, on est capable de se dire il faut réduire les émissions de 35%. C'est déjà un premier sujet et ça évite de faire des plans d'action où on dit je réduis de 2,3% parce que je n'ai pas envie forcément de plus me bouger. Mais la difficulté, elle est encore après. Elle est de se dire, si je dois diminuer mes émissions de gaz à effet de serre de 35% par exemple d'ici à 2030, comment je fais ? Et c'est là où finalement il faut venir se poser la question pour toutes les mesures de sobriété, d'efficacité, de circularité, de moins d'énergie fossile, comment je les applique au sein de mon entreprise. Est-ce que là, les incitations suffisent tout le temps ou est-ce qu'il faut taper du poing sur la table en disant là, je veux être exemplaire, je veux montrer de l'exemplarité et je veux avancer. Ça peut être sur un sujet de véhicule électrique, ça peut être sur des sujets bâtimentaires avec des rénovations fortes, ça peut être sur différents types d'achats aussi qu'on revoit ou on vient travailler avec les fournisseurs. Ça peut aussi être sur des changements de business model, des nouvelles offres qui font bouger les choses et qui permettent d'être intimement liés à la stratégie d'entreprise. Et je pense que
aujourd'hui, en termes de gouvernance, c'est des décisions qui doivent remonter jusqu'à la direction générale. C'est des décisions qui doivent avoir une exigence de performance. On doit piloter tout ça, de rapidité, parce qu'on l'a tous dit, on n'a plus vraiment le temps. Et il ne faut pas hésiter à avoir des mesures fortes et à venir, bien sûr, les accompagner de pédagogie, d'explication. Mais l'entreprise doit avoir sur la décarbonation un certain nombre d'actions fortes aujourd'hui. Alors Robert Dardane, vous êtes aussi président de l'asso Génergue pour l'avenir énergétique de la Guyane. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu l'expérience sur le terrain que vous avez eue sur la question du développement des énergies renouvelables? On l'a vu tout à l'heure en introduction, il y a vraiment 2 leviers sur lesquels agir aujourd'hui, à la fois la sobriété, la baisse des consommations, mais aussi la transformation du mix énergétique. Oui, alors j'ai pris cet exemple de la Guyane où il se trouve que j'ai créé cette entreprise qui maintenant est dans une vingtaine de pays, à titre d'exemple, parce que c'est un territoire où les prévisions de la loi de la transition énergétique qui fixe dans les départements d'outre-mer français le fait d'être 100% autonome en ressources énergétiques électriques. C'est un challenge quand même marquant. Et il se trouve qu'à aujourd'hui, 2022, on a une forte probabilité d'être au-dessus de 90%. Peut-être pas 100, mais dans la pratique, 90. Et les 10, c'est plus des notions de stabilité de réseau. Enfin, on pourrait probablement être à 100. Alors, je trouvais intéressant d'en parler, même si c'est un autre continent, que c'est une zone isolée au milieu de l'Amazonie. Il est intéressant parce qu'on y trouve plusieurs sources d'énergie renouvelable, donc l'eau, le vent, le soleil, et tout ce qui est déchets de bois, déchets agricoles. Et donc, par rapport à ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, on y retrouve l'essentiel des énergies développées aujourd'hui. Et comment ça a pu être fait? Bien, à travers un barrage, d'il y a déjà quelques années, et un fort développement dans le domaine de la biomasse. Donc, il y a plusieurs dizaines de mégawatts de produits à partir des déchets des scieries, à partir des déchets des bois qui sont utilisés pour la construction, ce qu'on appelle le bois d'œuvre, les déchets de ce qui est lié à l'activité agricole. Et puis, on a pu mettre en œuvre sur ce territoire qui est isolé, contrairement à la France métropolitaine qui peut acheter de l'électricité chez ses voisins ou en vendre. Là, le territoire est isolé, donc il y a des problématiques de stockage. Donc, sur ce territoire, avant la métropole, sont développés des systèmes de stockage avec des batteries, des systèmes de gestion de réseau assez évolués. Et donc, l'ensemble du panel de ce qui peut être fait y est déjà appliqué avec un peu d'avance. Mais accompagné, ça c'est très important, d'une politique de la maîtrise de l'énergie qui a été mise en œuvre de manière très très volontaire. Il reste évidemment encore beaucoup de choses à faire sur l'habitat, mais par exemple sur les appareils, les niveaux de consommation, etc. Et donc, nous on peut dire, on connaît un territoire, on suit un territoire où le 100% est atteignable. Et donc, sur le reste, si on parle déjà au niveau de l'Europe, les facteurs d'amélioration sont vraiment nombreux et encore une fois, avec maintenant des prix économiques compétitifs. Alors, il reste un domaine vous entendez beaucoup parler en ce moment, en vérité, dans la sobriété, et on fait bien de le dire, c'est qu'il y a des périodes de la journée où la sobriété devrait être particulièrement marquée parce qu'il y a des pointes de consommation et souvent ces pointes aujourd'hui sont couvertes par des moyens fossiles parce qu'ils ne vont tourner que 3-4 heures par jour et pas forcément toute l'année, plutôt l'hiver, etc. Et donc les efforts ou la sensibilisation, à très juste titre, portent aussi sur cette période. Et ça, souvent, c'est pas très difficile parce qu'une partie de la consommation à ces heures-là pourrait être reportée. Mais à titre d'exemple, c'est faisable aujourd'hui et ça pourrait se développer. On peut imaginer des voitures électriques qui soient utilisées par des salariés d'entreprise qui rechargeraient leur voiture sur leur lieu de travail dans la journée, donc pendant que le solaire produit sa pleine puissance, rentrent chez eux, et imaginons qu'ils restent
encore 3/4 de leur batterie ou la moitié, ils pourraient très bien, en arrivant à 19 heures chez eux, qui est une période de forte consommation, peut-être avoir 2 heures d'autoconsommation sur leur batterie de voiture. Et donc, et ça, c'est des solutions techniquement tout à fait mobilisables. Donc, c'est vraiment maintenant le pouvoir suivre les compteurs intelligents, en tous les cas pilotables, sont déjà des outils qui peuvent être utilisés. Il faut que pour les entreprises et les personnes, il y ait du quantifiable, visible, et qui soit donc du coup incitatif pour tout le monde. Ça, c'est vrai que vous insistez sur un point qui est important, dont on ne parle pas souvent, hein, c'est vraiment cette question du pic de consommation. Et c'est un des sujets qui inquiète évidemment en France pour l'hiver, alors que le volume global d'énergie pourrait être étalé un petit peu plus sur d'autres périodes de la journée. Donc ça, c'est un point sur lequel les changements de comportement ou quelques solutions technologiques pourraient aider à gérer cette difficulté importante. Ou des changements sur les marchés européens. Aujourd'hui, le problème, c'est que le prix de l'électricité se fixe en fonction de la dernière centrale qui est actionnée pour combler le pic de consommation, et ce sont souvent des centrales au gaz qui sont très onéreuses, et c'est ça qui fait flamber le prix de l'énergie et qui plonge beaucoup de ménages et beaucoup d'entreprises dans de grandes difficultés. Et donc, si on voulait revoir la manière dont ce prix se fixe sur les marchés européens, il y aurait quand même moyen d'alléger considérablement la facture énergétique des ménages et des entreprises. Alors justement, ces infrastructures de production d'énergie renouvelable, mais plus largement toutes les innovations ou les nouveaux produits ou services pour la transition écologique, comment est-ce que, au sein de la Société Générale, finalement, vous vous intéressez à ces sujets? Comment vous les financez? Comment vous investissez pour pouvoir développer ces sujets-là? Et vous me disiez en préparation, Madame Anguéard, que vous intégriez aussi d'autres critères que le climat. On parlait par exemple de la biodiversité. Alors, je pense que, en tout cas, de tous les sujets qu'on vient de traiter avec mes différents panélistes, là, on se mesure bien que tout ceci est quand même très compliqué. On a parlé de plein de choses, alors qu'on parlait que juste d'énergie, en fait. Et sur beaucoup de dimensions. Et à l'échelle d'une entreprise, en fonction de son secteur, en fonction effectivement des demandes, si elle est déjà en direct effectivement avec des clients particuliers ou avec des clients entreprises, les demandes ne sont pas les mêmes, sa stratégie ne va pas être pareille, la dynamique n'est pas la même, et ainsi de suite. Et en fait, nous, sur la partie effectivement financement des grandes entreprises, on couvre en France, mais à l'international aussi, on s'est organisé pour traiter des sujets qui nous semblaient clés sur la transition énergétique. Transition énergétique en prenant des axes qui sont des chaînes de valeur, où on organise et on met des compétences techniques autour de ça veut dire quoi la transformation de la mobilité terrestre, ça veut dire quoi la transformation de la mobilité aérienne, ça veut dire quoi la transformation, j'ai cité tous les transports, on va dire globalement, après on prend des dimensions qui sont plus horizontales. La décarbonation pour nos clients, ça veut dire quoi? Alors on va regarder par secteur, mais globalement il y a des choses qui sont utilisables dans un secteur et qu'on va pouvoir reproposer. Et en tout cas, si on développe une solution de financement sur un secteur spécifique, on va pouvoir les proposer des solutions sur un autre secteur où on va trouver des choses un peu connexes. Et voilà. Et donc l'idée, nous, en tant que banque de financement, c'est effectivement de développer des solutions de financement pour des clients, entreprises qui sont en train de mettre en place quelque chose. Donc, je disais chaîne de valeur, ce qui est avec l'idée que j'évoquais tout à l'heure de pouvoir mettre autour de la table différents acteurs qui sont des acteurs clés dans la chaîne. Solution horizontale, décarbonation, mais on a aussi un sujet, vous évoquiez la biodiversité, on en a parlé, mais quand on parle de climat, il y a la sobriété énergétique, c'est un point essentiel, mais il y a aussi, est-ce qu'on va essayer quand même d'améliorer notre capture naturelle du CO2? La biodiversité est un axe essentiel du sujet climat. Et on a beaucoup de nos clients qui sont aujourd'hui en train aussi de se définir une politique biodiversité. Vous parliez du SBTI, ça veut dire se définir une trajectoire sur ses émissions climat. Une grande entreprise, ou n'importe quelle entreprise d'ailleurs, comment elle se définit une trajectoire biodiversité? Ça n'existe pas aujourd'hui. Eh bien, nous, on passe du temps dans une initiative qui s'appelle le SBTN, la sœur du SBTI, pour aller définir
comment on analyse ce point-là, comment on définit un plan d'action, comment on se définit un objectif. Ça fait partie aussi des choses. Donc ça fait partie des choses où on va travailler avec nos clients sur ces réflexions-là pour pouvoir définir avec eux des objectifs et s'appuyer sur ces objectifs, leur plan d'action pour pouvoir les accompagner et développer des solutions intéressantes. Et donc effectivement, on a aussi un sujet dans cette organisation, de ce projet de comment on va transformer et quels sont nos nouveaux métiers, un sujet spécifique biodies, avec des gens qui vont participer dans ces groupes de travail, mais qui réfléchissent aussi à toute la compensation carbone, parce que c'est un sujet aussi, c'est pas que planter des forêts, il faut y rajouter une dimension biodiversité, s'assurer qu'on a bien conforté tous ces systèmes. Enfin voilà, des sujets encore très complexes, ce qui veut dire que nous, on s'organise sur développer des compétences qu'on a identifiées comme des sujets clés pour nos clients, pour les accompagner dans la transition, pour avoir cette expertise indispensable pour discuter avec eux et développer des nouvelles solutions qui permettront d'accélérer. On participe aujourd'hui à la création de fonds sur l'hydrogène, par exemple, où on va pouvoir amener dans ce fonds nos clients corporate et nos clients investisseurs pour pouvoir développer des fonds qui vont développer et supporter les investissements nécessaires dans les infrastructures hydrogènes. L'hydrogène, c'est encore un autre sujet qu'on n'a pas évoqué là, mais clairement, ça fait partie aussi des autres solutions. Enfin, ça fera partie de la solution complète. Et donc, comment on fait pour aller sur des sujets sur lesquels le risque technique, et encore, entre le risque technique, les capacités d'utilisation, donc le développement d'infrastructures, tant de distribution que d'utilisation de ces sujets-là, sont quand même des gros facteurs de risque sur le développement de capacités de production de l'hydrogène. Et donc, voilà, la logique, c'est on s'intègre, on a tous ces clients-là autour de la table, on est capable de les mettre ensemble, de développer avec eux des fonds pour pouvoir aller effectivement mettre un ticket, investir dans ces solutions, dans une solution collaborative, en fait, qui est l'élément clé pour qu'on puisse accélérer et vraiment atteindre l'objectif qui est quand même super ambitieux. Voilà. Merci beaucoup pour ces interventions et partage d'expérience. Je vous propose de prendre le temps qui reste pour des questions, s'il y en a. Il y en a une devant, alors je ne sais pas s'il y a des micros qui arrivent. S'il y a un micro qui arrive. Voilà, la personne juste devant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Enchanté. Je travaille depuis 15 ans dans le développement durable et je commence un peu à rentrer en dissonance cognitive. Donc je fais des formations, j'explique qu'on peut rester sous les 1,5 degrés. Voilà, et ça devient un petit peu plus compliqué maintenant. Donc ma question sera une remarque et une question. La remarque, moi j'ai un seul graphe que je regarde à peu près tous les jours. C'est la teneur en CO2 ppm que je vois monter de manière graduelle, quels que soient les engagements des États, des entreprises, de tous les acteurs. Ça c'est un constat, c'est un fait. Je vois des engagements SBTI, donc sous les 1,5 degrés, mais je vois toujours cette courbe qui monte. Donc ma question, M. Gemène, est-ce que 1,5 degré, c'est mort? Avec l'inertie climatique, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la figure dans les prochaines décennies? Est-ce qu'on peut encore y croire? À 1,5 degré? Non. Je suis désolé, mais je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et la franchise de le dire. Vous parliez de la concentration de gaz à effet de serre que vous regardez chaque jour, et vous avez raison, et je pense que c'est une information qui devrait être beaucoup mieux connue du grand public. Le taux de concentration de gaz à effet de serre qui correspond à une élévation de la température de 1,5 degré, c'est 350 parties par million. C'est-à-dire que c'est un taux que nous avons franchi vers le milieu des années 80. Aujourd'hui, on est à 417, 418 parties par million. Et si on veut limiter à 2 degrés, ça c'est encore atteignable, mais ça implique que nous ne dépassions pas, ou en tout cas que nous stabilisions à 450 parties par million au maximum. Chaque année, nous prenons 2,6 parties par million supplémentaires. Comme vous le dites, ça croît chaque année. Ça a cru un peu moins vite en 2020. On a fait plus 2,4 parties par million du fait de l'année Covid. Mais globalement, effectivement, ça croît chaque année. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il y a cet entêtement sur 1,5 degré comme objectif qui, je pense, va nous conduire à de terribles désillusions parce que 1,5 degré, nous allons y arriver vers 2035-2040. Ça veut dire que de notre vivant, nous verrons les températures dépasser 1,5 degré. Et que si nous voulions vraiment atteindre 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ça veut dire que nous devrions aller retirer massivement des milliards de tonnes de CO2
de l'atmosphère. Ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, sauf à titre expérimental, et même si on devait retirer, même si on pouvait retirer ces milliards de tonnes, la question c'est quand ferait-on et où les stockerait-on? Donc je pense qu'il faut pouvoir avoir aujourd'hui l'honnêteté de dire la vérité aux gens que 1,5 degré, c'est plus possible, sauf à déployer des moyens énormes de géo-ingénierie. Et le problème, c'est que comme cet objectif s'est imposé dans le débat politique aujourd'hui, le moindre gouvernement qui annoncerait renoncer au 1,5 degré passerait pour être un gouvernement défaitiste et pour laisser tomber l'affaire. Et le résultat, c'est que les gouvernements font des promesses qui sont de plus en plus ambitieuses et de moins en moins réalistes. Et je préférerais nettement un gouvernement qui fait des promesses moins ambitieuses, mais qui tient ses objectifs et qui se met sur la bonne trajectoire, plutôt qu'un gouvernement qui fait des promesses complètement irréalistes. Exemple, la Grande-Bretagne, et qui met aujourd'hui à la tête de son secrétariat d'État à l'énergie un type qui est un climato-sceptique notoire de son propre aveu. Jacob Rees-Mogg en l'occurrence. Et donc, les promesses des États ressemblent souvent à des résolutions de Nouvel An. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce taux de concentration continue à grimper quoi qu'on fasse? Parce qu'on ne se tracasse pas suffisamment de l'évolution des émissions au Caire, à Jakarta, à Mexico ou à Lagos. C'est-à-dire qu'on est obnubilé par notre propre nombril, et c'est comme si la priorité des gouvernements, c'était d'arriver avec un beau bulletin aux négociations internationales et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais le climat se fiche éperdument que le CO2 soit produit à Paris, à Lagos, à Mexico ou à Johannesburg. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité des gouvernements des pays industrialisés, mais aussi des entreprises multinationales ou de toutes les entreprises qui ont des clients ou des leviers à l'étranger, c'est de travailler avec des pays qui ne sont pas des gros émetteurs aujourd'hui pour éviter qu'ils ne deviennent de gros émetteurs demain, sinon tous les efforts que nous avons pu faire en Europe n'auront servi à rien. Merci pour cette question passionnante et qui donne espoir dans l'avenir. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, bonjour à tous. Merci pour vos contributions. Toutes les déclarations alarmistes et parfaitement justifiées, malheureusement, n'ont pas les effets souhaités. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait bon de ne pas oublier de donner de l'espoir malgré tout, c'est-à-dire mettre plus en valeur les succès. On nous parle des matchs de foot, on nous parle de grandes opérations de ce type. Les personnalités préférées des Français, c'est lamentable de voir là le résultat qui sort. On a un Thomas Pesquet qui sort du lot, on se demande pourquoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la médiatisation. Je pense à un mouvement extrêmement vertueux, Reporters d'espoir, qui combat les informations négatives qu'on peut recevoir dans tout domaine d'ailleurs. Les actualités du soir, on nous souhaite une bonne soirée, mais on nous assomme avec tous les problèmes de la nature et puis les autres. Donc ça, c'est un point. Le deuxième, c'est que je crois que les grands groupes sont parfaitement informés maintenant et intègrent de gré ou de force des mesures. L'idéal, ce serait qu'elles le fassent de façon volontaire. Et ce que je pense, c'est qu'en France, comme vous le savez, il y a ce que Gattaz disait, le père, le nanisme persistant des entreprises françaises. On a 90% d'entreprises, et beaucoup de représentants, je pense aujourd'hui, qui emploient moins de 20 personnes. Donc ce sont ces entreprises-là qu'il faut convaincre. Certaines, parce que pour beaucoup, la RSE, c'est un peu comme la démarche qualité jadis, c'était un peu une contrainte à venir. Et puis d'autres se sont dit, mais finalement, je vais pouvoir me distinguer en me mettant en avant. Donc je crois que ce sont ces valeurs qu'il serait bon de dire. On ne peut pas prendre plus la parole parce que je ne suis pas... simplement dire aussi qu'on est d'origine renouvelable. Je fais partie de ceux qui pensent que la France a été jadis vertueuse. Elle avait des moulins à vent, des moulins à eau. La voiture électrique a existé il y a plus de 100 ans. Entre-temps, on a eu des grandes de l'énergie. Tant mieux pour la France d'ailleurs. Les Total, le grand du nucléaire, bravo aussi. Mais ça a éteint les autres mesures et on n'a pas du tout progressé. Alors, je pense que, par exemple, dans l'hydraulique, et là, je prends sous contrôle de monsieur, vous citiez la Guyane, moi j'ai connu la Réunion avec l'utilisation de la bagasse, résidu de canne à sucre, il y a 30 ans.
on faisait déjà de la cogénération. Est-ce que ça s'est développé? J'en finis pour dire que je suis surpris que des activités comme faciles à mettre en place, sans intermittence, les hydroliennes, les turbines immergées dans les fleuves, Total va enfin immerger, je suis dans les Yvelines, des turbines dans la Seine. Pourquoi n'accélère-t-on pas? Nous avons un territoire hexagonal parfaitement couvert par les fleuves, etc. Deuxième puissance maritime, l'eau. Qu'est-ce qu'on attend pour se développer? On a des compétences fortes. Merci. Alors l'eau, un vrai sujet d'ailleurs d'actualité. C'était peut-être sur les PME, mobilisation des PME, il y en a qui veulent réagir. Je vous ai dit lorsqu'on a préparé que j'étais pour l'optimisme. Donc je rejoins monsieur et je pense que pour l'optimisme, il faut savoir c'est récompenser les améliorations. C'est-à-dire il y a des objectifs forts, souvent difficiles à mener, parfois sur des périodes de transition qui sont plus de l'ordre de 10 ans. Mais je pense qu'au sein de l'entreprise, au sein des associations, au sein des élus, il faut pouvoir récompenser l'amélioration. Parce que c'est l'addition de ces améliorations qui amène au chemin. Et monsieur, vous avez raison sur les énergies renouvelables aujourd'hui, souvent qu'on appelle énergies nouvelles, elles ne sont pas vraiment nouvelles, et qu'il y a plusieurs axes d'amélioration ou de création de différentes sources d'énergie. Je pense qu'après la baisse de celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui, il y a tout le champ d'investigation d'énergie un petit peu plus nouvelles, un peu plus novatrices, et qui vont, je pense, aller dans le chemin de l'autonomie énergétique, qui était un objectif moins fort ces 30 dernières années, qui l'avait été plus dans le passé, mais qui vont redevenir certainement. Donc là, il y a des facteurs de développement qui existent, qui nous permettent de rester optimistes, parce qu'il y a effectivement des solutions qui existent. Un tout petit mot sur l'espoir, si vous me permettez. Deux choses là-dessus. D'abord, je pense qu'il ne faut pas, si on veut qu'il y ait une véritable espérance, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Et que donc il faut quelque part affronter la réalité en face et reconnaître ce qui est encore réaliste et ce qui ne l'est plus. Deuxième élément, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, comme pour beaucoup de gouvernements, on va se fixer des objectifs de neutralité carbone à long terme, à l'horizon 2030, 2040, 2050. Ça veut dire que ceux qui se fixent ces objectifs ne seront plus en place, voire même seront carrément morts, au moment où on atteindra le terme, l'horizon de ces objectifs. Et je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une trajectoire qui nous permette d'aller réalistement vers ces objectifs. Et c'est la mise en place de cette trajectoire, notamment dans les entreprises, où on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, qui permettra aussi d'engranger de petites victoires et de se prouver à soi-même collectivement que l'on peut se mettre sur cette trajectoire. Et que donc, si on ne peut se mettre sur cette trajectoire, on peut l'année d'après en faire encore un peu plus. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais très bien que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et qu'en 2029, ça sera panique à bord et qu'il sera trop tard pour rectifier le tir. Par contre, si vous me dites perdre 1 kilo chaque année jusqu'à 2030, là, ça devient réaliste et on peut engranger chaque année des progrès et des petites victoires qui, je pense, vont motiver et vont donner espoir par rapport à la montagne qui se dresse devant nous. La montagne est grosse, mais il y a beaucoup de grimpeurs. Alors sur les objectifs à très court terme, neutralité 2023, alors, chez Société Générale, non? Peut-être, non, je pense que vous avez plein de... Je pourrais répondre pour Société Générale, mais je pense qu'il y a plein d'exemples, Thibault aussi. Je voulais parler au global. Enfin, nous, on a des engagements net zéro, effectivement, avec des targets et l'engagement net zéro Banking Alliance, on est tous en train d'y travailler. Hein. Il y a énormément de banques qui sont dedans, avec des targets qui vont être définis en 2025. Certaines ont déjà été définies. Nous sommes en train d'y travailler. Donc 2025, pour le coup, pour le régime, on va être bon. Et justement, je pense que ça, c'est la note d'espoir. C'est que voilà, quand les banques s'engagent, les investisseurs se sont pris des engagements qui sont aussi similaires, hein, avec des objectifs de définir des targets comme celle-ci. En parallèle, tout ceci, on le construit avec nos clients et les grandes entreprises ont aussi, et le SBTI définit aussi des targets qui sont pas aussi loin, hein, pour la plupart. Donc on est aussi sur des choses où effectivement, dans le monde des entreprises aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est presque voilà, le pendant par rapport aux scénarios qui sont plus long terme des gouvernements.
Je pense, mais ça c'est peut-être plus une question pour vous, mais après je laisserai Thibault répondre sur les entreprises peut-être de taille plus petite. Il y a quand même un gros sujet sur la communication. Et nous, quand on a lancé nos formations au sein du groupe Société Générale, on a parlé effectivement, voilà, les ambitions net zéro et autres. Mais on a surtout articulé le sujet sur les budgets carbone. Et je pense que ça, c'était un point essentiel de la compréhension de la problématique à l'échelle effectivement de nos employés. C'est cette notion du régime dont on parle. C'est en fait plus on met du temps à s'y mettre, plus en fait on prend du retard. Et ce budget carbone, en soi, il est incompressible. Et donc, tant qu'on le consomme, on va devoir avoir une trajectoire, si on reste sur des objectifs 1,5 degré, qui sont de plus en plus inatteignables. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui parlait beaucoup plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on a des communications sur ces objectifs net zéro et autres, on n'aborde pas suffisamment cette explication basique du budget. Et ça, c'est quelque chose qui parle vraiment à beaucoup de monde. Voilà. Thibault, une dernière réaction ? Oui, on n'arrête pas de dire, nous, à nos clients, que juste dire « je m'inscris dans le cadre de la neutralité carbone, je suis net zéro », d'ailleurs on ne le conseille pas du tout, mais on leur dit d'expliquer concrètement ce qu'ils font. Et effectivement, l'enjeu, quand on se fixe une trajectoire, c'est de ne pas avoir un plan d'action qui dort dans le placard, mais effectivement, année après année, ou tous les 2 ans après tous les 2 ans, de voir quelles mesures on met à quel moment en fonction de la faisabilité, de l'implication des collaborateurs. Et c'est important que ça puisse concerner tout le monde. Il n'y a pas de réflexion à avoir du style « oui, mais je représente seulement 3% des émissions », parce que sinon on rentre dans des problématiques type jet privé, et c'est pas comme ça qu'on avance, c'est une des raisons de l'inaction. Donc il faut vraiment impliquer tout le monde et piloter effectivement cette trajectoire au niveau des entreprises. Au fur et à mesure, il y a toutes les données d'activité à piloter, des kilowattheures, des mètres cubes, des kilos, etc., l'évolution des émissions, et traquer le moindre écart, l'expliquer et le corriger. C'est un changement, c'est une évolution du reporting, mais aujourd'hui, les entreprises, petites comme grosses, doivent s'y atteler. Voilà, c'était la table ronde de Franchise et Espérance en direct de Produrable. Merci François Gémen, merci Thibault Benkelil, merci Sandrine Anguéard, merci Robert Dardan, merci à toutes et à tous, et bonne poursuite au salon.